mec qui s'appelle Xavier Damalmaison. Serpent, on peut cacher les spirales Dans les serpents. Non, les dans aquariums. le fond des aquariums à Saint-Caron. C'est grave, je monte pas dedans. Ouais. Mon plaisir est grand, cher public, et la médiathèque Valais de Saint-Maurice a beaucoup de joie de vous recevoir en ses murs et d'accueillir avec vous et pour vous Antoine Choplin, romancier et poète français. Antoine Choplin, au nom de tous, je vous souhaite la bienvenue sur nos terres et je vous remercie chaleureusement de votre présence. Vous êtes né en 1962. À 17 ans, passionné de voyage, vous prenez la route pour arpenter l'Europe et l'Afrique. À votre retour, des études en économie mathématique vous conduisent à l'enseignement. Vous exercez jusqu'en 1989 où, rattrapé par le monde culturel, vous devenez l'administrateur de danse à Lille, structure de production et de diffusion chorégraphique et fondateur en 1992 de l'association Scène Oblique, un espace culturel international de la montagne qui cherche à promouvoir la parole d'artistes dans des lieux peu propices au spectacle. Dans la foulée, le Festival de l'Arpenteur voit le jour en 1996, une revue littéraire et réflexive Arpentage en 2003 et le projet Cairns, rencontre internationale de proximité en 2008. En 2023, vous décidez de vous consacrer pleinement à l'écriture, encore et toujours nourrie par de nombreux voyages. Ainsi, choisissez-vous de dire, c'est-à-dire d'écrire, pour donner vie à tous les visages et toutes les voix silencieuses qui vous habitent. Résonne une musique inspirée du vécu, dans le sillage de laquelle naît une œuvre abondante qui cristallise toutes vos passions, l'art, le mot et surtout l'âme humaine, cœur froissé du monde. Rapprochant l'artiste du résistant, mobilisé par la barbarie et l'enfermement, vous écrivez « Il reste à l'écrivain d'être à la hauteur de ce défi, mais hauteur n'est pas le mot qui convient, car c'est d'humilité dont il s'agit. Cette quête relève d'un paradoxe dont je crois avoir pleinement conscience, à défaut de savoir le résoudre. D'un côté, il faut tendre vers une œuvre littéraire marquée par une signature forte, et d'un autre, s'effacer devant l'ampleur de son sujet et des destins qu'elle convoque. Pour vous enivrer de nature, vous décidez, Antoine Choplin, de revenir aux sources, celles de l'enfance et celles de l'Isère. Vous entreprenez donc de remonter à contre-courant votre rivière, au plus près de son cours, de sa confluence avec le Rhône, jusqu'au glacier qui lui fait source, au-dessus de Val d'Isère, sous la grande aiguille rousse. Vous arpentez le paysage, traversé par 4 saisons, et vous publiez en 2018 le récit de ce périple, à contre-courant, très riche réflexion sur l'écriture et sur ce qui vous habite. Vous confiez alors « Une fois de plus, je me raconte une histoire. Là-haut, près de la source, à l'aplomb de ces sommets au sobriquet chargé de résonance, je pourrais serrer tout cela dans mes bras, le temps et les mots de l'enfance, et à travers eux, un peu de genèse de ma trajectoire d'homme qui s'est choisi le langage et la littérature pour terrain de jeu. » Et vous ajoutez « Le souvenir de mes toutes premières lignes d'écriture m'accompagne tandis que je me remets en marche. » Antoine Choplin est-il fier de vous, de ce que vous êtes devenu, cet enfant que vous évoquez ici, dans cette page? Est-ce qu'il est content de votre parcours et comment est né le désir d'écrire? Merci beaucoup pour cette très très belle introduction. Et je vous salue toutes et tous. Et je vous dis combien je suis content d'être ici parmi vous. Alors on est dans le dur hein, tout de suite là. Est-ce que l'enfant est fier et content? Je ne sais pas si c'est des mots que j'irai chercher hein, pour
essayer de caractériser le regard de l'enfant que j'étais sur l'adulte que je suis devenu, et presque, pas tout à fait le vieil homme, mais enfin, disons l'homme d'âge mûr que je suis devenu. Je pourrais dire peut-être que j'ai l'impression que nous sommes restés l'un et l'autre, l'enfant et l'adulte, assez proches, assez dans une forme de fraternité, de proximité. Je ne crois pas que l'adulte se soit complètement égaré. J'identifie dans ma trajectoire quelques moments où il m'a semblé peut-être que l'égarement devenait possible pour différentes raisons. Quelque chose m'emmenait, peut-être par le fait de circonstances, de tensions, parfois d'ailleurs des tensions possiblement bénéfiques, hein, en tout cas regardées d'un point de vue social, d'un point de vue, etc., de la réussite, comme on dit. Et parfois me semblait pouvoir constituer des menaces à cette sorte d'égarement de l'enfance. Et j'ai l'impression que, alors par le fait de ma volonté, par le fait peut-être d'un hasard heureux, les choses se sont remises un peu sur le chemin tel que l'enfant que j'étais aurait pu le projeter. L'écriture fait partie de ce chemin, me semble-t-il. Et pour aller sur la deuxième partie de votre question, on ne sait jamais exactement. Enfin, il ne faudrait pas faire théorème là tout de suite sur bien sûr, l'écriture est tombée de cet endroit, de ce moment, de ces circonstances-là. C'est toujours un faisceau de choses et ça donne lieu forcément à une complexité. J'identifie quand même quelques sources, et en particulier le premier livre que j'ai eu dans les mains, me semble-t-il, pas que j'ai eu dans les mains, mais que j'ai lu seul, offert par mon grand-père. Je viens d'apprendre à lire, enfin, je pense que je sais lire depuis quelques semaines, et je m'enferme dans une chambre et je lis intégralement ce livre dont j'ai oublié le titre. Il me semble que c'était un livre de la collection Rouge et Or, si ça vous parle. Non, je ne sais plus. Et j'ai intégralement lu ce livre, comme ça, in extenso, avec une sensation de liberté, d'autonomie, d'indépendance extraordinaire, et dont j'ai le souvenir, mais vraiment presque kinésique. Enfin, c'est presque dans le corps que ça se joue, ce souvenir d'un espace qui s'ouvre sans le secours de personne, d'aucun adulte, et cette possibilité de m'engouffrer dans cette histoire inventée. Et très vite est venu le désir de venir moi-même travailler cet objet-là, c'est-à-dire que 1 an ou 2 ans après, je commençais à construire mes livres, de bouts de carton, je cousais comme ça Je reliais des liasses de papier avec du fil de laine entre 2 morceaux de carton. Après avoir inscrit un titre et embelli de mon mieux la couverture au pinceau, il ne restait plus qu'à écrire. J'inventais des histoires, surtout de pitoyables épisodes déclinant à l'infini les aventures du Club des 5. Oui, c'est exact. Et évidemment, alors je faisais des beaux livres, enfin des livres qui avaient une teneur de livre, donc il fallait au moins une 50aine de pages. Hein. J'en remplissais, à mon avis, au maximum 7 ou 8. Et je donnais ça comme ça à ma famille, à mes proches, en étant heureux de cette production probablement tout à fait pitoyable. Alors marche, écriture et aussi montagne. Vous confiez, Antoine Choplin, c'est avec la conviction que l'art et la montagne peuvent entrer en un dialogue fécond que j'ai fondé Scène Oblique en 1992. La montagne est avant tout pour moi un monde sensible, une esthétique bien sûr, avec ses reliefs mouvementés, vivants, ses lumières changeantes. La pente, les crêtes, les cimes sont aussi des invitations à un renversement des repères, au déploiement pour qui les parcourt ou les gagne d'horizons neufs et insoupçonnés. Stéphanie Baudet, grande aventurière et championne d'escalade, confie dans « À la verticale de soi » le rocher porte en lui la grande histoire de la Terre. C'est un livre immense, un palimpseste éternellement regratté. Ici, je me tiens sur l'infiniment petit, dans l'infiniment grand,
l'espace de la verticalité est double, sans limite et réduit. Quelques centimètres carrés de liberté sous les pieds. Francis Ponge vous accompagne dans votre périple à contre-courant et il évoque dans Berge de Loire l'impossible défi du travail de l'écrivain désireux de témoigner du réel. Alors je prends au vol la question que vous vous êtes posée à ce moment-là et qui était celle-ci. À quoi bon écrire? Comment cette quête absurde peut-elle donner sans faillir carburant à une vie d'homme? Et je pense que c'est une question que l'écrivain se pose tous les jours. Oui, oui, oui. Quel étrange défi à hauteur d'une vie, effectivement, que de tenter d'écrire, et en plus de tenter d'écrire dans une veine qui est celle qui est effectivement souvent animée par le désir de donner à percevoir le réel dans lequel nous sommes. On pourrait partir sur d'autres projets littéraires, enfin, s'affranchir par exemple tout à fait de la question du réel, partir sur, je ne sais pas, la science-fiction ou toute autre chose. La question de la tension vers le réel est quelque chose qui me semble de plus en plus étrange, et en même temps que ça me semble étrange, je continue à rester en veille sur cet objectif. Et avec le désir toujours d'essayer de réduire un peu la distance entre le réel asymptotique et la courbe. La courbe qui tend vers cet asymptote sans jamais le rejoindre, qui serait la courbe de l'écriture. Mais peut-être qu'effectivement, avec le temps, avec un peu d'opiniâtreté, de travail, on peut tenter de donner à percevoir ce réel. Et j'ai en même temps la conviction, au moment où je commence à écrire un texte, après il faudra peut-être parler concrètement des choses pour éviter de rester dans l'aspect théorique, mais j'ai la conscience, au moment d'écrire le premier mot d'un nouveau livre, que je n'y parviendrai pas. Je le sais. Je rêve qu'il y ait cette embrassade entre mon écriture et une forme de réel, que cet entre-là se produise, et j'ai très vite, après avoir écrit une ou deux phrases, la conviction que l'écriture ne sera hélas que ça, qu'à cet endroit-là. Et je suis à peine consolé en lisant Proust, par exemple, qui pour moi est quelqu'un, parmi d'autres, mais qui est allé très loin dans cette capacité de donner à percevoir une forme de réalité, de réel, sans jamais y parvenir. C'est Magritte qui l'a dit, ceci n'est pas une pipe, en peignant une pipe. Donc ça veut dire qu'il y a toujours, de toute façon, une distance entre le réel et la représentation. Alors, ce qui paraît, du coup, qui rend un peu absurde cette quête, c'est de savoir que ce biais existera toujours, et pourtant de repartir, de se remettre à cheval toujours pour essayer de combler ce qui ne sera pas possible de combler. Mais il me semble, et je terminerai là-dessus, que dans cette quête sisyphéenne, je ne sais pas comment la caractériser, eh bien, il y a peut-être une richesse pour l'écriture elle-même. C'est-à-dire que dans ce défi impossible, se déclenche peut-être quelque chose qui fait avancer, je le jugerai modestement à ma propre, avec le référentiel de mon propre espace personnel, mais qui fait avancer quelque chose qui est de l'ordre d'une forme de littérature. Toujours plus, toujours mieux, ça ne veut pas dire avec un renfort supplémentaire de mots, de vocabulaire, de savoir, certainement pas. Au contraire, par exemple, la question du silence, je pense qu'on y reviendra, parce que c'est quelque chose qui vraiment traverse mon travail, et c'est pour moi une obsession de rendre quelque chose de ce silence qui fait partie de notre réel. Mais est-ce que c'est pas paradoxal de vouloir évoquer le silence quand on est auteur? On ne peut pas rendre à son éditeur un livre composé de pages blanches. Donc, il va falloir s'organiser avec cette histoire-là. Bon, voilà, et c'est un des défis avec lequel j'aime bien, et pour l'instant je n'ai aucune forme de lassitude, au contraire même, j'aimerais me remettre au travail toujours et toujours. Alors votre œuvre, Antoine Choplin, respire l'histoire, elle s'en inspire et devient presque le paysage baigné des larmes qui résonne la souffrance de l'humanité engagée contre l'horreur qui l'habite.
En 2021, vous publiez aux éditions La Fosse aux Ours Un ciel rempli d'oiseaux et vous écrivez « La découverte de l'œuvre de Seija Stochka a été littéralement un saisissement, une étreinte véritable, au sens où j'ai éprouvé d'emblée et pour de bon l'accolade qu'elle me donnait par la grâce brute et enveloppante de ses peintures et de ses écrits. Son chemin de vie, celui d'une femme autrichienne, Rome autrichienne, née en 1933, rescapée des camps, longtemps considérée comme analphabète, exalte davantage encore la force de son travail de témoignage et l'énigme splendide qui l'a conduite à devenir artiste. Et vous ajoutez doucement le désir de me glisser par l'écriture au plus près d'elle s'est imposé. Alors je fais une référence ici à l'ouvrage d'Hervé Letellier publié en 2024, Le nom sur le mur, l'histoire d'André Chay, né en 1924 et mort 20 ans plus tard, tombé sous les balles de l'occupant. Hervé Letellier, expliquant sa singulière démarche, confie « J'ai préféré voyager dans cette époque que je n'ai pas connue, mais qui m'a constituée. J'ai désiré vous y emmener, partager avec vous ce que j'ai appris en écrivant. » Alors ma question, pourquoi dans votre œuvre ce passé récurrent, ce passé douloureux, ce passé de la guerre, de l'exclusion, de l'humanité aussi au cœur de la guerre, comment vous expliquez que ce thème-là vous habite à ce point et dessine presque, je dirais, les contours de votre inspiration? Alors, je voudrais commencer par dire, parce que pour ceux qui ont un peu regardé les thèmes que vous évoquez, qui sont, c'est vrai, comme des récurrences un peu obsessionnelles, quant au contexte historique sur lequel je m'appuie pour travailler, c'est un peu un catalogue des horreurs, et j'en suis vraiment désolé. C'est-à-dire qu'on passe de la Première Guerre mondiale à Tchernobyl, on vient à Guernica, on est en Tchétchénie, enfin, donc il y a une sorte de, comme ça, de catalogue terrifiant qui me fait un peu sourire quand je le regarde. Mais je m'empresse de dire que je n'ai aucune forme de fascination pour tout ce qui est de l'ordre du chaos, de la barbarie humaine. En revanche, ce qui anime, et j'espère répondre à votre question de cette manière-là, ce qui m'anime complètement, c'est la façon dont des hommes, des femmes, se tiennent en dignité, en résistance parfois, en humanité, dans ces contextes-là. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui éveille pour moi une sorte de curiosité permanente qui m'emmène à lire, qui m'emmène à rencontrer, qui m'emmène à voyager, à comprendre, avec sans doute quelque part, dans l'arrière-plan de tout ça, la question qui est, et moi, qu'est-ce que j'aurais fait à leur place, hein? De quel courage et de quelle lâcheté j'aurais été l'auteur ou capable. Voilà. Donc ça, c'est vraiment, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui aiguillonne presque l'ensemble de mon travail. Alors que la barque de Massao, peut-être le dernier, est un petit peu à part, un peu seulement, me semble-t-il, mais un peu à part de ce point de vue-là. Et il me semble, on parlait de Seija Stochka à l'instant, que dans cette mécanique mécanique, c'est sûrement pas le mot le plus adapté, dans ce muscle, disons, de dignité que l'on peut parfois, que certaines personnes arrivent à convoquer, y compris dans les moments les plus terribles, la question de l'art vient ici prendre une place tout à fait singulière. Quand je parle d'art ici, je ne parle pas de grand art, je ne parle pas d'art institutionnel, je ne parle pas d'art estampillé par l'académie, etc. Je parle de quelque chose qui pour moi est une conviction. J'aimerais tellement en faire un théorème. Là oui, j'aimerais faire théorème là-dessus, mais évidemment c'est plus compliqué. La conviction que nous avons tous, à l'intérieur de nous-mêmes, cette étincelle, possiblement artistique, qui sommeille ou qui ne sommeille pas, mais qui est présente. Que la vie va nous emmener à éveiller ou non, en fonction d'un certain nombre de circonstances, de rencontres, de hasards,
mais qu'elle est présente. En potentialité, elle est là. Le destin de Cheia Stoïca, par exemple, fait partie des destins, mais il y en a 1000 autres. On peut penser pratiquement à l'ensemble du paysage de l'art brut, par exemple, sur ces questions-là. Des gens qui n'ont absolument aucune éducation, qui sortent de nulle part. Cheia Stoïca est analphabète. Elle se met à peindre à 55 ou 60 ans et à écrire de la poésie. Elle a aussi écrit. Se met à raconter son passage par les camps pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais aussi sa vie heureuse, comme elle disait, avec tout d'un coup une sorte de fraîcheur, d'inventivité, de savoir esthétique absolument incroyable, mais qui vient de nulle part. Sinon, je reviens à ma conviction, d'elle-même. Sinon de quelque chose qu'elle a porté en elle et qui, à un moment donné, pour des raisons qui restent énigmatiques, s'éveille. On peut penser à tout ce qui s'est joué aussi, et si vous avez eu l'occasion d'entendre parler ou de visiter peut-être des camps, à Auschwitz par exemple, on voit combien les gens qui étaient dans le dénuement et la survie dans le meilleur des cas, arrivaient à attraper un petit morceau de bois, un peu de matériaux pour venir sculpter des choses qui sont aujourd'hui, qu'on peut aller voir dans le mémorial, avec 3 fois rien. On peut penser à des poèmes qui ont été gravés au revers d'une porte de cellule la veille d'une exécution par des gens qui n'étaient pas des poètes, pour la plupart. C'est des gens qui vont comme ça piocher dans ce moment de grande, d'ultime précarité, on pourrait dire, cette force-là. Et pour moi, c'est quelque chose qui interagit très fort avec cette question de la dignité. Donc au fond, finalement, même si, et je m'en excuse pour ceux que ça pourrait rebuter, le décor de mes livres est souvent noir, seule la lumière m'intéresse. Seule la lumière m'intéresse. Je pourrais même dire peut-être plus que la lumière, la lueur. La lueur, et c'est par effet de contraste avec cette noirceur de fond, finalement, que cette lueur peut apparaître. Quand je parle de lueur, ça veut dire que les gens auxquels je m'intéresse sont souvent des gens de peu, des gens qui sont jamais, ou presque jamais, des héros, ou des gens qui ont marqué l'histoire, en tout cas les livres d'histoire. Mais oui, voilà, ça c'est quelque chose qui continue à éveiller mon intérêt et qui guide vraiment l'ensemble de mon travail. Alors juste avant d'aborder la barque de Masao, je suis juste obligée de faire par rapport à ce que vous dites, la lumière au cœur de l'obscurité. En 2012, vous publiez un très très beau roman qui s'appelle La nuit tombée. Nous sommes en Ukraine, 2 ans après le drame de Tchernobyl. Gouri, sa femme, sa fille ont dû fuir rapidement la zone contaminée. L'enfant a été gravement touché par les retombées radioactives. Pour elle et pour récupérer la porte de sa chambre couverte d'inscriptions et qui a servi également de brancard à son père mort, Gouri, une remorque attachée à sa moto, entreprend le voyage de Kiev à Pripyat en zone interdite. En route, Gouri fait halte dans un petit village chez Vera et Yakov, que la radioactivité ronge chaque jour davantage et qui sait qu'il n'en a plus pour très longtemps à vivre. Et pourtant, Vera chante. Les plaines d'Ukraine, les cieux de la couleur du métal, les chevaux de trait forts et courageux qui un jour ou l'autre finissent par se coucher pour mourir. Vera chante, le menton haut et avec au visage une joie tranquille. Ses mains restent posées sur les épaules de Piotr. Alors, une toute courte question. Votre définition de l'héroïsme au cœur de l'histoire, mais surtout au cœur de la vie, de notre vie aussi. J'ai envie de répondre par une pirouette et de vous dire que l'héroïsme ne fait pas partie de mon vocabulaire. Enfin, c'est pas quelque chose à quoi je me réfère, ou c'est pas un mot que je convoque, en tout cas intérieurement. Alors, après, s'il fallait essayer de répondre, je pense que peut-être que le mot d'héroïsme supporte volontiers le pluriel. Et c'est-à-dire que finalement, c'est un ensemble de petits héroïsmes qui peut
finalement constitué, enfin en tout cas à ma hauteur, à moi, c'est comme ça que je peux me représenter les choses. Et donc après, voilà, mes livres de ce point de vue-là sont, encore une fois, c'est pas un mot avec lequel je me sens très, très à l'aise, mais on pourrait dire qu'ils sont peuplés d'héroïsme. Un héroïsme qui peut être celui, oui, de retourner chercher cette porte au sein de la zone, pour Goury, le poète, d'écrire malgré tout de la poésie dans ce moment-là qu'a été l'événement tragique de 86 à Tchernobyl, etc. etc. Donc oui, ces petites façons de se maintenir debout, je le dirais volontiers comme ça, plus qu'à travers le mot d'héroïsme, sont des choses sur lesquelles j'ai l'impression d'être en veille, oui. Alors on va aborder la barque de Massao. Peut-être qu'on commence par une lecture, puis après je me lance dans mes questions. Alors c'est une autre tonalité, c'est tout aussi beau. Alors, je vous lis juste les toutes premières pages de ce livre. Voilà l'ouvrier Massao, dans l'ignorance de ce qui va lui tomber dessus. C'est une avance légère que nous avons sur lui, car nous savons, nous, que pour lui, cette fin de journée ne ressemblera en rien aux autres, aux centaines, aux milliers d'autres qui l'ont précédé. Et de là où nous nous tenons, autant que nous puissions le distinguer, il n'est pas déraisonnable d'imaginer que sa vie en sera drôlement bousculée. Mais nous n'en sommes pas là. Il est 16h45 en ce mardi d'octobre. À l'équipe de jour, il ne reste qu'un quart d'heure de boulot. Pour Massao, ouvrier rectifieur de première classe, ces derniers instants convoquent invariablement les mêmes gestes. Libérer et remiser avec soin la pièce en travail, compléter le tableau quotidien des tâches réalisées, nettoyer, brosse abrasive, pompe aspirante, les deux redresseuses, frontale et tangentielle, avant de les sécuriser, mettre en veille le système de refroidissement. La sirène puissante retentit. Massao fait glisser sur sa nuque le casque qui lui couvre les oreilles. Il goûte la sensation de fraîcheur que ça lui procure. Il se lève, pose les mains sur ses hanches, cambre lentement le dos afin de l'assouplir. Il frotte ses paumes au tissu épais de son bleu avant d'attraper son blouson, retenu à l'encolure par un clou gainé d'un rebut de mousse. Il y suspend son casque, pousse son tabouret sous le plan de travail et prend le chemin de la sortie. Avant qu'il l'atteigne, une main s'abat sur son épaule avec une force un peu exagérée. « Alors, mon vieux Massao, cette journée ?» C'est Tadouchi, et son visage curieusement réjoui à mi-chemin entre joie véritable et poisseuse condescendance. Ce coup, qui lui assène presque chaque jour, fait désormais partie des rituels dont Massao se passerait volontiers. « Comme ça ?» répond Massao. « Comme ci ou comme ça ?» poursuit Tadouchi en lui frappant à nouveau le haut du dos, le regard tourné du côté de la silhouette malingre de Hisoka qui lui emboîte le pas. Massao reste silencieux. Ils franchissent la porte du bâtiment et l'éclat de la lumière sur la mer les éblouit. « Bah, à demain alors !» lance encore Tadouchi en s'éloignant. « C'est ça !» fait Massao, sans porter la voix. Il infléchit l'allure. Il promène son regard d'un côté et de l'autre, hume la brise venue du large. La pente légère de la cour l'entraîne vers l'immense portail grillagé qui marque la limite de l'usine. Au nord, les reliefs proches de Terra Island ferment un vaste pan d'horizon. Le bras de mer qui la sépare de l'île de Naoshima est agité par des courants violents et contradictoires. D'expérience, Massao peut les remarquer sans peine. Dans le ciel clair, une rampe rectiligne de nuages cumuliformes borde la côte et fait jouer les ombres sur la petite ville de Tamano que l'on peut distinguer dans le lointain. Il dépasse le portail, s'apprête à s'échapper vers la gauche pour gagner le port et attraper son ferry,
La plupart des équipes de jour ont déjà quitté les lieux et ne s'attardent plus que de rares employés en petits groupes. Dans la conscience de Masao, la conviction se forge en un instant, dans le sillage immédiat du simple pressentiment, avant même sans doute le premier vrai regard levé vers elle. Elle se tient là, debout, les bras croisés, un sac de toile écru à l'épaule. Il a stoppé son pas, l'observe sans ciller. Il ne saurait dire à quoi il finit par la reconnaître pour de bon. Une prestance, une audace, quelque chose de frondeur dans la posture peut-être. Harumi, sa fille, Harumi. La barque de Masao est un ouvrage publié en 2024 aux éditions Buchet-Chastel. C'est un très beau roman d'amour entre un père rectifieur de pièces industrielles sur l'île de Naoshima au Japon et Harumi, sa fille, qu'il retrouve plus de 10 ans après l'avoir laissée à la garde des grands-parents maternels de l'enfant. Devenu architecte, Harumi est occupé à la réalisation d'une pièce muséale sur l'île de Teshima, non loin de celle de Naoshima où travaille son père. Occasion qu'elle saisit pour reprendre contact avec lui. Des rendez-vous emplis d'humanité vont dès lors ponctuer leur retrouvailles et vous écrivez « Il a passé un coup d'éponge sur la table en formica et ils se sont attablés devant la fenêtre ouverte. Il lui a servi un verre de limonade. Le regard de Harumi n'a fait que balayer les 2 pièces de l'appartement. À l'entrée de la chambre, elle a pourtant remarqué, empilés à même le sol, les livres de poésie. Et sur le petit meuble d'encoignure, désormais dans son dos, elle a peut-être aperçu au passage cette photo d'elle, enfant, dans son cadre de bois ouvragé. Depuis la rue, c'est la ville tout entière qui s'immisce en douceur dans le petit espace, ses échos aux textures et aux intensités variables, ses senteurs mêlées. Écriture ciselée, récit tout en délicatesse, à l'image de ce peuple nippon, méticuleux et humble. On se croirait presque au cœur d'un tableau. J'ai pensé à celui du peintre paysagiste Shitao lorsqu'il représente ce petit personnage recueilli, entouré de ténèbres, comme en inadéquation avec le monde. C'est un roman, comme je l'ai dit, d'inspiration très différente, parfaitement poétique. Comment est née l'idée de ce roman ? Un faisceau de choses toujours, qui font venir et apparaître et qui donnent vraiment le carburant à l'écriture, mais effectivement il y a quand même quelque chose qui a joué, qui est à pondérer d'une façon un peu particulière. C'est un voyage que j'ai fait au Japon et en particulier ces îles Naoshima, Teshima, ces îles musées comme on les appelle, que j'ai eu la chance de visiter et qui, je crois, sont une des plus belles choses que j'ai vues sur cette planète. C'est vraiment un endroit tout à fait extraordinaire. Extraordinaire pour plein de raisons. Il y a d'abord une géographie qui est particulière. On est dans la mer intérieure du Japon, la mer de Seto, donc au sud de Honshu. Voilà. Ces 2 îles sont d'une dimension assez, assez humaine, au sens où le regard à 2 mètres comme ça, ou à 1,50 m du sol, permet d'embrasser une bonne partie de ces espaces. Et en même temps, on est toujours en contact avec la mer qui est partout. Donc il y a une sorte de dimension où on sent cette dimension ilienne très forte. Et puis évidemment, ce sont devenus des îles d'art, donc des îles musées par la volonté d'un mécène richissime japonais, et qui a décidé d'installer cet endroit comme ça, et donc on y trouve des installations, une présence, une exigence programmatique absolument incroyable. On y trouve vraiment les plus grands artistes de la planète, qu'ils soient contemporains ou parfois morts, donc à travers leurs œuvres, et dans une muséographie absolument fabuleuse,
sans doute assez japonaise. Je ne me sens pas assez érudit pour le dire, même si on commence à comprendre un certain nombre de choses, notamment dans ce travail qui va de pair entre, et c'est beaucoup vrai au Japon, entre l'artiste et l'architecte. C'est vraiment un duo qui très souvent travaille ensemble pour formuler cette muséographie. Alors, je ne sais pas, quelques exemples pour essayer de vous donner envie d'y aller, peut-être d'abord. Je pense à deux musées auxquels je fais d'ailleurs référence, et pour l'un d'entre eux, il a même un rôle tout à fait fondamental dans l'histoire. Il y a un musée qui s'appelle le musée Chichou. Alors, dans ce travail d'immersion paysagère dont je parlais, c'est le grand soin qui a été apporté à tout ça, celui-là est parfait puisqu'il est enterré. Donc on rentre comme ça en s'enterrant, voilà. Et donc de l'extérieur, à hauteur d'homme, apparaissent que très peu de choses. Du ciel, en revanche, il se signale par l'apparition de formes géométriques simples, triangles, carrés, ronds, comme ça, comme une sorte de puzzle d'enfant, de jeu d'enfant. Voilà. Et quand on rentre, voilà, on descend. Et à l'intérieur, notamment, parmi quelques œuvres, il n'y en a pas tant que ça, mais il y a 4 ou 5 artistes qui sont exposés, dont Monet et dont 5 nymphéas de Monet, qu'on découvre là dans cet endroit. Et alors ce qui est tout à fait extraordinaire, c'est qu'on réalise, si on ne le sait pas avant, que la lumière est particulière à l'intérieur de ce musée, petit musée, c'est pas des... Voilà. Et on comprend que la lumière est naturelle. On est sous terre, mais toute la lumière est naturelle. Donc, système de puits, de réflexion, etc., etc. Donc ça, c'est complètement extraordinaire. Ce qui est fabuleux, c'est que les nymphéas, si vous les visitez à 10h le matin ou à 5h l'après-midi, vous les voyez vivre. Elles ne sont plus les mêmes. Ou si c'est en été ou en hiver, là aussi, il y a une sorte de variation qui est tout à fait fabuleuse. Donc voilà un exemple de ce soin incroyable qui est apporté à la présentation, à la mise en valeur des œuvres. L'autre exemple que je voulais juste citer, c'est cette installation. Donc je ne peux pas trop parler, mais je vais juste pitcher la chose, comme on dit. Mais alors là, c'est vraiment la chose la plus incroyable que j'ai vue. Un musée qui a une forme un peu de soucoupe un peu d'alien, vous voyez, un peu molle comme ça, qui serait posée comme ça dans le paysage. Et d'ailleurs, l'architecte qui l'a conçu s'est inspiré de la forme que prendrait une goutte de liquide qu'on lancerait comme ça dans le paysage et qui viendrait occuper un certain volume. Il s'est inspiré de ça pour concevoir la forme de ce musée. Soucoupe toute blanche, 2 hublots. On rentre à l'intérieur. Tout est blanc également. Et la première chose qui saute aux yeux quand on rentre à l'intérieur de ça, donc cérémonial, japonais, on est pieds nus, c'est très contingenté, on rentre par groupe de 10, etc. Enfin, tout ça est très organisé. La première chose qu'on voit à l'intérieur, c'est rien du tout. On ne voit rien. Et en fonction de l'acuité, de la disposition du visiteur, il faut entre, je dirais, 5 minutes et 20 minutes pour comprendre ce qui se passe dans cet endroit et qui est tout à fait extraordinaire. Voilà. Si ça ne vous donne pas envie d'y aller, oui. Ça... Bref, vous retrouverez cet objet qui est donc un musée conçu pour une et une seule œuvre. Les dimensions, c'est peut-être, je ne sais pas, 80-100 mètres de long par 50 de large. C'est déjà très grand. Une seule œuvre dans cet endroit et qui occupe une place prépondérante dans l'histoire. C'est pour ça que je ne peux pas vous en dire beaucoup plus. Alors, votre ouvrage est riche de plusieurs histoires qui pourraient faire chacune une nouvelle, un roman. Il y a l'histoire d'amour qu'ont partagé Masao et Kazu, la femme qu'il a aimée, qui est la mère d'Harumi, et qui s'est donné la mort à la naissance de sa fille. Il ne faut pas en dire trop, attention. Je ne dois pas en dire trop. Ok. Bon, il y a l'histoire d'amour filial entre Masao et Harumi, il y a l'histoire de Masao tout court,
il y a l'histoire poétique d'une barque. Et je ne révèle rien parce que c'est le titre, La barque de Masao. Jusque-là, on est d'accord. Voilà. Alors, les histoires, elles s'interpellent, elles se complètent. Vous passez merveilleusement, je trouve, de l'une à l'autre, sans heurts, mais il faut suivre quand même. Alors, d'un point de vue romanesque, je trouve que c'est fascinant, mais je pense que ce n'est pas si facile à construire, hein. Surtout que vous faites des retours, vous partez de la fin, etc. Comment se déroule votre travail d'écriture de façon générale? Comment s'élabore un texte? Alors, là aussi, c'est très vaste, mais alors, d'abord... J'aurais pu être plus précise. Non, non, mais on peut partir là-dessus en restant peut-être sur l'exemple de la barque, puisque la conception, l'élaboration d'un texte peut... Enfin, je n'ai pas une sorte de recette de cuisine que j'appliquerai à chaque fois que je commence l'écriture d'un texte. Pour ce qui concerne la barque, d'abord j'ai été attentif à ce dont il s'agit. Et c'est ça qui aussi a présidé, d'une certaine façon, à la façon dont je l'ai conçu. De quoi s'agit-il? Comme vous l'avez compris au début, avec cette petite lecture introductive que j'ai faite, il s'agit de retrouvailles entre un père et une fille qui ne se sont pas vus depuis une douzaine d'années. Et donc les retrouvailles, au fond, c'est quoi? C'est peut-être, pour le dire sans doute de façon un peu trop simple, mais c'est la friction entre deux temporalités. La friction entre un temps présent, le moment où on se retrouve, et qu'est-ce qui va faire que, eh bien, on arrive à se retrouver, on arrive à se réapprivoiser, on arrive à reconstruire quelque chose, peut-être à retrouver quelque chose du passé. Mais voilà, il y a ce défi du présent. Et l'autre temporalité, c'est celle du passé. Qu'est-ce qui s'est produit pour que dans le passé, ces deux personnes qui s'aiment, qui s'aimaient, aient été séparées? Et donc, en fait, c'est en abordant cette question des retrouvailles, qui est vraiment au cœur du livre, et ces deux temporalités, que s'est imposée la construction du livre en disant, finalement, essayons de construire quelque chose sous la forme d'une forme de concerto, pourrait-on dire, entre, voilà, le temps présent dans lequel je suis, moi, Masao, sortant de l'usine et retrouvant ma fille, et en même temps éclairé par instant par le temps passé, qu'est-ce qui s'est produit. Et donc, le livre, ça va être ça, c'est ce cheminement présent, éclairé progressivement par des histoires. Alors, comme vous les présentez, j'ai l'impression que c'est comme des choses qui seraient relativement disjointes. Ça peut s'entendre, hein, mais je le dis respectueusement. Pour ma part, tout est complètement compact dans ma perception. Et donc, effectivement, on revient à l'histoire qui a été celle de Masao au moment de cette... puisque les choses ont été dites, hein, c'est pas un problème d'ailleurs, la disparition de cette femme, de son amoureuse, qui est aussi la mère de Harumi, et qui a pour lui généré une période de très grand chaos, de très grandes difficultés. Et on va revenir sur cette période-là. C'est aussi une façon de mesurer, finalement, ce dans quoi, ou le défi que constituent les retrouvailles entre père et fille. Hein. Qu'est-ce qui s'est produit de si intense pour que, d'abord, elle ait disparu tout ce temps, et puis pour que... voilà. Alors, s'ajoute à ça, quand même, quelque chose sur lequel on peut dire un mot, c'est que à la difficulté de ce défi, du temps passé, de cette absence l'une à l'autre, s'ajoute ce qu'ils sont devenus l'un et l'autre. C'est-à-dire la divergence des trajectoires qui ont été les leurs. Je n'ai pas dit tout à l'heure, parce que la question c'était, je vais finir de répondre du coup, la question c'était d'où est né le roman. Quand j'ai vu ces endroits incroyables qui sont ces deux îles d'art, à aucun moment je me suis dit, je vais écrire un livre là-dessus. Donc ce n'est pas du tout là que ça se joue. Ça se joue à partir du moment où je m'intéresse à l'histoire de ces îles et où je comprends que Naoshima et Teshima ont été, durant la quasi-totalité du XXe siècle, des îles industrielles, exploitées et sauvagement exploitées. On parlerait aujourd'hui d'extractivisme, hein, pour leurs minerais de cuivre en particulier, au détriment total du paysage, de l'environnement. Et que cette décision du mécène
dont je parlais tout à l'heure, qui dit, OK, on en fait, il lui-même disait, un paradis sur Terre. Très bien, 15 ans de travail, 15 ans de nettoyage, de sale boulot, parfois au péril de la santé des gens qui sont intervenus. Et qui est mobilisé, bien sûr, des gens de peu, des ouvriers, dont Masao a fait partie. Hein? Donc là, je retrouve quelques-unes de mes récurrences, les gens simples, confrontés à une forme d'art élitiste qui va leur échapper, etc. Est-ce que c'est bien normal? On peut se poser la question, mais... Et là, je retrouve en tout cas quelque chose qui rejoint, oui, un certain nombre de préoccupations que j'ai. Et c'est là que va commencer à s'articuler la possibilité du roman. Je finis de boucler la boucle en disant, je parlais du défi de ces retrouvailles pour père et fille. Quand elle arrive, il va comprendre assez vite qu'elle est devenue architecte. Elle vient travailler sur ces îles en tant qu'architecte. Donc, pour un père ouvrier, d'abord, très grande fierté, bien sûr. Une fille architecte, magnifique. Mais en même temps, elle est du coup dans l'équipe adverse, si j'ose dire. Elle fait partie de cette élite qui l'a mis au boulot, qui l'a exploité, lui, en tant que nettoyeur de cet endroit et pour l'édification de ces musées dans lesquels il n'a jamais mis les pieds. Donc, s'ajoute à la difficulté de cette temporalité longue d'absence, des épisodes liés à cette Kazue, cette femme qui a disparu, s'ajoute effectivement ce qui les a fait diverger l'un et l'autre au regard de leur engagement professionnel, de vie, quoi. Voilà. Donc c'est tout ça qu'il va falloir résoudre. Mais en même temps, et je crois que c'est une tentative que j'essaie de formuler dans le livre, suggérer, l'art aussi peut parfois, quand on le regarde avec une certaine lunette ou avec peut-être une absence de lunettes, ou comment dire, dans une acception la plus ouverte et la plus partageable, la moins réservée possible à des sachants ou à des érudits, l'art a peut-être quelque chose à jouer dans la possibilité pour l'un et l'autre de se retrouver. Voilà. Outre le lien particulier qu'entretient Masao avec son île, la mer, sa barque, il y a celui qui le rattache au livre. Cet aveu dans sa bouche, tu vois, Harumi, c'est de cette façon qu'ils ont été là, les livres, qu'ils ont compté pour moi, comme des compagnons à la manière du haïku de Santoka, comme les artisans d'un paysage de plus, toujours à portée de main, mais qui savent bien le peu qu'ils pèsent en face des vrais horizons, des vents et des tempêtes, des jours sans. Voilà ce que je peux dire au sujet des livres. Alors, dans son roman Lutetia, Pierre Assouline, évoquant un client de l'hôtel riche en disques, gravures et livres, lui fait dire « Ce qui compte, ce n'est pas de les avoir lus, mais de vivre en leur compagnie. Ils m'accompagnent, je les accompagne. » Vous, qu'en pensez-vous et quel rapport entretenez-vous avec la lecture, étant donné que votre œuvre est assez quand même inspirée aussi d'histoire? Forcément, il y a beaucoup de recherches, il y a beaucoup de lectures que vous avez faites. Alors, comment vous établissez le rapport lecture-écriture? Et puis peut-être un livre qui vous a accompagné, qui vous accompagne encore dans votre parcours personnel? Vous êtes passé par beaucoup d'endroits là, qui me donnaient envie de réagir. Alors, je vais partir, puisqu'on était sur la barque de Masao, mais je vais venir à vos questions. Hein. Puis si j'oublie, vous me taperez sur l'épaule. Sur ce rapport au livre, de façon générale, je trouve que j'aime beaucoup, en tout cas, la façon dont Masao s'intéresse au livre. Ce qu'il en dit, vous en avez lu un petit peu, mais la façon dont il y est venu, lui, l'homme de peu, lui, l'homme qui n'a pas reçu d'éducation littéraire, et peut-être d'éducation tout court, c'est un artisan. J'ai un respect immense pour les artisans, d'ailleurs j'en suis un d'une certaine façon, et on a beaucoup de choses à se dire avec les artisans sur la question du travail, et il y a beaucoup de ponts qu'on pourrait jeter, fin de parenthèse. Comment il est venu au livre ? Dans cette époque difficile qu'il a traversée au moment de la disparition de sa
de sa femme, Kazoué, et il a eu ce moment, ces quelques temps qu'il a passé en tant que gardien de phare. Il était heureux de cette solitude. Enfin, les insomnies servaient à quelque chose, hein, pour lui. Voilà, il était reconnu pour des choses qui le faisaient souffrir et qui trouvaient une utilité. Et donc, il se retrouve gardien de phare. Et puis un jour, une dame, grande lectrice, qui sans doute avait aussi beaucoup de livres dans sa proximité, arrive avec 3 livres, en disant, voilà, on ne se connaît pas, mais je sais, vous êtes seul dans votre phare, peut-être que vous aurez envie de regarder ces livres. J'ai pensé à vous, voilà, et faites-en ce que vous voulez. Première chose, dans ce rapport au livre, qui est pour lui, qui n'existe pas, une femme vient lui offrir. Ça, c'est une entrée en littérature, moi je trouve. Il commence à regarder, puis parmi ses livres, j'en évoquerai un seul, il y a les derniers poèmes d'Hölderlin. Friedrich Hölderlin, poète allemand, début du 19e, romantique, a priori à des kilomètres, hein, de ce à quoi pourrait s'intéresser Massao. Sauf qu'il comprend que ces poèmes ont été écrits par Hölderlin dans les dernières années de sa vie où il était fou, considéré comme tel en tout cas, enfermé dans une tour au bord du Neckar, et tous les jours, Hölderlin se mettait à sa petite lucarne et regardait le paysage et écrivait un poème par jour sur le même paysage, hein, qu'il contemplait du même endroit, qui variait avec la météo, avec les saisons, etc. Ça a duré des années. Hölderlin, en haut de sa tour, comme Massao en haut de son phare. Hein. Donc, on n'a pas parlé de poésie encore, mais il y a cette communauté de regards à travers les années, ou les siècles, même on pourrait dire. Ça, c'est une deuxième entrée en littérature. Et la troisième entrée, c'est que Hölderlin, la plupart de ses poèmes, ses derniers poèmes, il est signé avec une petite mention qui était « avec humilité ». Avec humilité. C'est-à-dire que pour un homme qui ne connaît rien du tout à la poésie, à la littérature, on n'est pas en train de lui dire « soit deviens un sachant, comprends ce que j'ai fait », mais on est en train de lui dire « je fais quelque chose, mais je le fais avec humilité et prends-le là où tu as envie de le prendre, si tu as envie de le prendre ». Voilà cette troisième entrée pour lui dans les livres. J'en fais une sorte de parabole pour ma part, hein, sur cette question même de l'art de façon générale, c'est vrai du livre comme du reste. La liberté que nous avons à faire respecter, j'en parle aussi en tant qu'acteur culturel que j'ai longtemps été, la liberté qui doit être possible pour tout un chacun d'aménager sa trajectoire d'accès vers. Hein, ça ne passe pas ni forcément par le savoir, ni forcément par une sensibilité aiguë, ni etc. Non, ça passe par des endroits d'ailleurs qu'on maîtrise très mal. Et c'est pour ça que l'action culturelle aujourd'hui est bien souvent un défi. Voilà, ça passe par des itinéraires singuliers. Voilà, alors le rapport après, pour ce qui me concerne plus personnellement avec le livre, il est né, on pourrait dire, avec l'anecdote que je racontais tout à l'heure. Pour ce qui concerne le rapport à l'histoire et à la documentation, bien sûr, il s'impose. Je m'en méfie beaucoup aussi. Je m'en méfie au sens où j'ai fait bien souvent le constat qu'on est rattrapé par la force de la réalité. Quand je dis « on », c'est le romancier. Et quand le romancier commence à poser une sorte de paradigme qui convoque l'imaginaire, qui convoque une signature ou un regard personnel, il est parfois balayé par la force de ce qu'on découvre quand on met son nez dans les livres d'histoire, dans les témoignages, etc. Donc, c'est quelque chose que je manie avec prudence. Évidemment, je me suis énormément nourri de choses. Alors, par exemple, si on revient sur Tchernobyl et sur la nuit tombée, j'ai beaucoup hésité à faire le voyage là-bas. J'avais très envie de le faire et en même temps, j'étais déjà dans une forme de conception. Conception, pour moi, c'est très, très long. Je suis très lent là-dessus. Pour la nuit tombée, j'ai mis
12 ans, je crois, entre le moment où j'ai eu la conviction que j'allais écrire là-dessus et le moment où j'ai mis le premier mot de ce livre. Donc, ça veut dire que c'est patiné. Dans ces 12 années, j'ai eu l'opportunité d'aller là-bas, c'est-à-dire de me confronter, non pas à un livre d'histoire, mais à la réalité de ce paysage, des gens qui avaient traversé cette catastrophe, etc. Et j'ai mesuré combien, en rentrant, mon premier château de cartes était tombé par terre et que j'ai eu à reprendre tout à fait voilà. Donc, il s'agit de trouver l'équilibre entre, évidemment, ne pas dire d'ânerie. Si on contextualise un texte dans tel ou tel moment d'histoire, il faut le respecter, tel que ce moment d'histoire a existé, mais en même temps préserver ce qui fait la singularité du romancier, c'est-à-dire aussi une capacité à se situer dans l'imaginaire et avec des personnages de fiction. Voilà. Donc ce rapport un peu prudent, je vais dire, à la documentation. Un livre, c'était ça la dernière question, je crois. Ça, c'est pas facile. Donc, vous me reposerez la question demain, comme ça je répondrai à autre chose. Mais je vais quand même dire la disparition. Je vais quand même dire la disparition pour diverses raisons. Donc le texte absolument incroyable de Georges Perec, qui, comme vous le savez, est un lipogramme, c'est-à-dire c'est un texte qui ne comporte pas la lettre E, en l'occurrence, qui fait plus de 300 pages. Hein, donc c'est pas... Vous verrez, ce soir, vous vous amusez à faire une phrase sans la lettre E, déjà. Et donc, que j'ai lu un peu après l'adolescence, je pense que j'avais 18 ou 20 ans, quelque chose comme ça. Un moment où je m'intéressais beaucoup à l'Oulipo, qui m'a aussi beaucoup nourri, une dimension du ouvroir de littérature potentielle, une dimension du jeu autour des mots. Donc, très grande admiration pour ce texte que j'ai lu, relu, et avec des éclats de rire aussi, enfin, parce qu'il y a des choses très très drôles, enfin, la façon dont il se dépêtre de cette contrainte incroyable. Par exemple, à un moment donné, il veut écrire que quelqu'un s'est mis sur son 31. Au 31, ça ne marche pas. Hein. Donc il se met sur son 28 plus 3. Donc voilà, c'est pour moi des lieux d'émerveillement complètement extraordinaires. Alors, l'émerveillement est venu encore plus après, quand on comprend. Et au début, moi, j'étais aveuglé par cette question oulipienne, vraiment de la contrainte sur la langue. Mais en fait, la disparition dont il s'agit, c'est celle de ses parents dans les camps. C'est-à-dire que ce n'est pas un exercice de style seulement. Hein. Il parle d'une chose qui est la chose la plus fondamentale, peut-être pour lui, à l'échelle de son existence d'homme. Donc oui, bah c'est monumental, c'est monumental. Alors, avant la dernière question, parce qu'on arrive déjà au bout, je suis obligée quand même d'évoquer Partie italienne. Parce que Partie italienne, c'est un ouvrage qui a été publié en 2024, 2022, il me semble qu'il y a... aussi aux éditions Buchet-Chastel, et qui raconte le séjour de Gaspard à Rome. L'artiste reconnu quitte Paris pour trouver un peu de tranquillité et préparer une conférence sur l'œuvre autobiographique de Henri Darger. Préoccupé surtout de disputer de belles parties d'échecs, il s'installe à la terrasse du Virgilio, place Campo dei Fiori, et c'est là qu'il rencontre, entre autres amateurs de passage, Maria, adversaire redoutable. À l'un de ceux qui l'affrontent et qui lui demandent pourquoi cette passion des échecs, Gaspard répond « Une sorte d'histoire d'amour qui a occupé 3 ans de ma vie, jour et nuit, et qui s'est plutôt bien terminée, on est restés amis. » Dans presque tous vos ouvrages, il y a les échecs. Alors, référence rapide, plus développée, vos personnages semblent s'y connaître, apprécier. On pourrait presque envisager, comme Jorg Luis Borges les décrit. Ils sont seuls à leur table, austères, le tournoi alterne ses dangers, lentes les pièces glissent, tout au long de la nuit 2 couleurs se haïssent, dans le champ agencé qui les tient sous sa loi.
tour droite, fou diagonale, reine acharnée, roi vulnérable, pion qu'achemine l'espoir, par des détours fixés d'un ordre blanc ou noir, vous cherchez, vous livrez la bataille obstinée. Alors ma question est simple, les échecs, qu'en est-il pour vous? Ben, j'aime beaucoup les échecs, oui, j'aime beaucoup les échecs. Oui, il y a des petites dimensions un peu autobiographiques là-dedans, même si je ne parle pas de moi dans mes livres. Alors, évidemment, on est un peu partout quand même, hein, mais oui, grande fascination pour ce jeu, pour l'histoire de ce jeu aussi, pour un certain nombre des joueurs qui ont marqué cette histoire, qui sont quand même parfois, pas toujours, hein, mais parfois des gens complètement extraordinaires. J'ai fréquemment d'ailleurs des appels, des envies d'aller écrire vraiment un texte sur l'un ou l'autre de ces joueurs qui à chaque fois ont dans leur histoire quelque chose qui peut être lié à leur forme d'intelligence, parfois incroyable, mais qui peut être lié aussi à tout ce qui dérive ou découle de cet excès d'intelligence, c'est-à-dire parfois tout à fait inapproprié à la vie affective, à la vie sociale, etc. Donc vraiment c'est un univers de ce point de vue-là qui me fascine. Et après, bon, moi je pourrais parler 1 heure hein, sur les échecs, donc je ne vais pas vous dire ça, mais sur les... De même qu'on n'a pas parlé de la marche, bon, c'est pareil, ça pourrait faire une soirée entière. Mais non, sur les échecs, la façon la plus, peut-être, je ne sais pas si ça peut se partager vraiment, mais la plus fascinante, vertigineuse que j'ai pour me représenter ce jeu, c'est quand on pense au combinatoire absolument incroyable hein, qu'il y a. Vous connaissez la parabole de ce comment on dit, Maharaja qui s'ennuyait et qui demande à un de ses bouffons ou que sais-je, valets de lui trouver voilà, quelque chose. Et alors, non, comment ça se passe? Non, je pensais à autre chose. Quelqu'un qui veut être, voilà, Maharaja qui dit, je peux vous récompenser de ce que vous voulez. Et donc cette personne lui dit, qui avait fait un acte héroïque ou que sais-je, et cette personne à qui on proposait des palais, des choses, etc., dit non, moi je voudrais juste du riz. Ah bon, vous voulez du riz? Oui. Vous mettez sur la première case d'un échiquier de 64 comme ça, un grain de riz, sur la deuxième 2, sur la troisième 4, 8, 16, et je voudrais juste que vous me donniez ce riz, ce que ça va faire. Et donc, bah oui, mais bien sûr, enfin, ça, et quoi d'autre? Non, mais juste ça. Et puis évidemment, on comprend assez vite que la production de l'Inde, non seulement de l'Inde, mais du monde entier, serait bien loin de suffire à pouvoir donner satisfaction à cet homme. Donc ça, c'est une façon de se représenter la profondeur. Mais ce que je voulais dire, moi, c'était autre chose. C'est, vous voyez, si vous jouez aux échecs, vous arrivez dans une position de milieu de partie, par exemple. J'ai toujours cette vision que ce serait comme une sorte de sablier, comme ça. Nous, on serait dans la partie étroite avec cette position des pièces, qui serait, par exemple, métaphoriquement, la position dans laquelle nous sommes dans le présent. Vous êtes venu. Je suis venu, nous sommes dans ces circonstances particulières, et puis après, les arborescences des possibles vont nous emmener à nouveau dans plein d'autres choses. Et vous allez vous retrouver à nouveau dans une nouvelle situation où on pourrait exactement réanalyser la même chose. Tout ça provient lui-même de tout un ensemble, tout un faisceau de possibilités qui miraculeusement nous donne cette position dans laquelle nous sommes aujourd'hui, à l'instant même où je parle. Et ça, je trouve, j'aime assez bien cette façon de se représenter. C'est aussi une façon d'attraper ou de regarder le présent, qui est tellement... On se plaint souvent de ne pas le retenir, le garder. C'est une façon de poser un regard dessus. Alors, pour clore... Je vais vous donner 2 citations parmi toutes celles que j'ai qui mettent en scène évidemment
des thèmes chers à votre plume. Alors, je vous laisse me dire dans l'instant, il ne faut pas être trop long. Hein. Alors, j'en choisis deux. Alors, il y en a une parce que vous Qu'est-ce avez... que vous voulez que je vous dise ce qu'elle vous évoque. Ah, d'accord. Ah, voilà. Alors, la première, je l'ai choisie parce que vous avez évoqué le mot silence et on n'est pas arrivé à en parler. Donc, c'est d'Albert Camus dans le mythe de Sisyphe. L'absurde naît de la confrontation de l'appel humain avec le silence déraisonnable du monde. Et, alors, si c'est dans l'instant, j'ai presque envie de renverser, enfin de réinterroger la possibilité de renverser en parlant du silence, de nos silences au regard du brouhaha, du chaos et du bruit du monde. C'est le contraire de ce qu'il a dit. Oui. Oui. Peut-être que ça peut se réinterroger. Moins absurde comme ça aussi. Hein. Oui. La deuxième, Alberto Giacometti, vous aimez, hein, dans Écrit, je ne peux pas écrire de la philosophie, tout au plus des poésies, laisser la politique complètement de côté, m'occuper de la vie et du travail et lire. Laisser la politique de côté, je pense que c'est pas possible et en même temps c'est une nécessité quand on, pour moi en tout cas et pour un certain nombre d'artistes je crois, quand on crée quelque chose. C'est qu'on ne peut pas présumer, autrement dit, de l'acte politique qu'on est en train de poser. Autrement dit, on ne peut pas écrire un livre en ayant pour repère une sorte de tract militant de luxe que serait un roman engagé, pour ne parler que de ça. En revanche, me semble-t-il, très souvent, un texte, une œuvre est politique. Et pour faire le lien avec cette question du silence, deux petites choses. D'abord, je trouve que Giacometti sculpte incroyablement cette question du silence. Il retire, et jusqu'au moment où, voilà, parfois il le racontait ça, que la sculpture tombait. C'est vraiment continuer à se taire, c'est trop bavard, il y en a trop. Voilà. Et puis ce mot qui n'est pas de Camus, mais de René Char sur le silence, qui pour moi est un guide qui dit le silence, c'est l'étui de la vérité. C'est un guide pour moi. Et moi, pour moi, une citation d'Antoine Choplin dans L'Incendie. En tout cas, tu te souviendras, comme les livres aident parfois à regarder le monde tel qu'il est et à s'approcher au plus près des hommes. Regarder le monde comme il est, regarder le monde comme il pourrait être ou comme on voudrait qu'il soit. Est-ce que quelqu'un a une question ? Alors moi je conclus, puis après je vous laisse au public. Peintre, dessinateur, écrivain, il transperce ta vie comme un couteau dans ton ciel boueux. Pour y trouver quoi? Une lampée de lumière, le grain d'une étoile, la douceur, la beauté, l'indécence, le temps qui ne s'en va pas. Conviction de l'écrivain dessinateur Frédéric Pajac que je vous offre au nom de tous et en reconnaissance pour ce moment de poésie et de partage. Vos textes, Antoine Choplin, témoignent de la compassion de l'être pour la vie, tout à la fois riche et grave en ses coulisses. Compassion qui confère au caricaturiste Bedřich, votre personnage, enfermé dans le ghetto de Terezín et intégré au bureau des dessins, cette dernière certitude. Dans ce parcours doux et débridé du crayon de la feuille matinale, et par ce regard tendre épousant le trait à la suite de la main à l'œuvre, il y a comme un contentement pour Bedřich, et c'est peu dire, une joie presque secrète et immobile, surplombant les parois du ghetto, réduisant à néant le temps d'une seconde les tragédies. Tiens, comme ce soleil de maintenant peut-être touchant au front, que l'on sait pourtant partager par les autres, et qui ne saurait donc, aussi bien que le trait de crayon, nous en tenir à l'écart. Antoine Choplin, merci. Merci beaucoup.